Quand on parle effectivement de toilettes sèches, d'entretien, il y a un des sujets assez principaux, c'est aussi les odeurs. Pour cela, on a rencontré le bureau d'études médicaux. Donc, à la base, on a rencontré Claire-Sophie Quedevez, qui est adjointe au sein de ce bureau d'études. Mais aujourd'hui, on a la chance d'avoir avec nous Suzanne Déoux. Je vais laisser Clara expliquer tous les projets et puis votre profil de manière plus particulière. Mais après votre intervention, on donnera la parole au Val d'Oise, à Chloé Cambi et Bruno Robichon, qui ont eux aussi travaillé sur des collèges plus robustes, plus durables, et nous expliqueront un petit peu ces enjeux-là. Et on finira cette quatrième partie de matinée avec des dessins d'enfants qui traduisent eux aussi ces enjeux d'odeur et du coup de nécessaire ventilation. Mais je vais vous laisser nous en dire un petit peu plus. Donc, effectivement, nous avons eu l'occasion de rencontrer Claire-Sophie Quedevez et Suzanne Déoux, docteur Suzanne Déoux, dans cette démarche de recherche. Donc, Suzanne Déoux, qui est docteur en médecine, professeure associée honoraire à l'Université d'Angers, conceptrice du master risque de santé dans l'environnement bâti, présidente de Bâtiment Santé Plus et initiatrice du colloque Défi Bâtiment Santé et des trophées Bâtiment Santé, et enfin fondatrice de Medieco, qui est un bureau d'études concernant la santé dans le bâti. Madame Suzanne Déoux, si vous souhaitez compléter, vous présenter et présenter Medieco. Bonjour à tout le monde. Non, je pense que c'est suffisant. C'est suffisant. C'est vrai qu'en tant qu'ORL, c'est mon exercice qui m'a orientée vers cette problématique parce que, surtout avec la problématique la montée des allergies chez les enfants, on s'interroge pourquoi, et bien sûr que le bâtiment, il participe beaucoup. Donc, c'est pour ça que j'ai essayé de faire un pont entre la santé et le bâtiment. Voilà. Très bien, c'est pour ça que vous avez aussi écrit un ouvrage et puis monté la structure de Medieco pour questionner tout ça. Voilà. Alors, en tant qu'ORL aussi, les odeurs, c'est quand même un des éléments importants de cette spécialité. Et c'est vrai que, vous en avez parlé pendant les 2 matinées, je vous ai écouté, c'est ressorti en permanence et déjà beaucoup de choses ont été dites, donc il y aura peut-être des redites. Mais c'est vrai que c'est un des facteurs majeurs de la non-fréquentation des toilettes scolaires. C'est-à-dire que je vous ai mis des chiffres parce qu'il y a eu beaucoup d'études déjà de l'Observatoire national de la santé et de l'ONSES. 91% des élèves de 10... Alors, on peut faire des statistiques, je n'ai pas mis un étalage de chiffres. Là, j'ai pris les 12-18 ans. C'est eux qui surtout manifestent particulièrement l'impact des mauvaises odeurs et qui disent que ça les empêche d'aller aux toilettes. Bon, ça c'est. Donc, si on ne va pas aux toilettes, qu'est-ce qui se passe? Si on ne fréquente pas les toilettes, c'est sûr que la vessie qui doit se vider en principe toutes les 3 heures, c'est ce que disent, on doit aller en principe 8 fois aux toilettes, bon c'est beaucoup, mais c'est vrai que si on n'y va pas de manière régulière, quand des enfants partent de la maison à 8 heures, ou même plus tôt, et ne vont pas aux toilettes jusqu'à 17 heures, la vessie se dilate, il y a une infection remontante, d'abord de la cystite, de la vessie, et puis aussi des voies urinaires supérieures, et aussi cette dilatation fait une incontinence d'urine, et ça veut dire qu'après elles ont des petites gouttes à la culotte, elles n'osent pas le dire, et ça peut rester vie entière et être aggravé au moment des grossesses. Donc, ce n'est pas quand même anecdotique, c'est quand même quelque chose de très important. Donc ça, tout le monde dans cette journée fait tout pour que les enfants aillent aux toilettes. Bon, donc on a des pathologies urinaires et on a des pathologies digestives. Davantage, par exemple, les garçons, ce sera davantage des pathologies digestives, des constipations. Et c'est vrai que il y en a, on voit que 84,6% des élèves ne vont pas déféquer au collège. Donc voilà, donc ça on a compris, c'est à cause de l'odeur que on ne fréquente pas les toilettes, en majorité. Hein. Alors, ces odeurs, c'est quoi? Parce que on s'occupe vous aviez intitulé qualité de l'air. La qualité de l'air des toilettes, ce n'est pas la même que la qualité de l'air d'une salle de classe, parce que les sources sont quand même différentes. Donc, si les sources sont différentes, les molécules qu'on peut mesurer dans l'air des toilettes, c'est totalement différent. On ne va pas aller mesurer le CO2, ne donnera pas grand-chose comme données. Donc, ce sont des molécules spéciales. Alors, quelles sont ces molécules spéciales qui sont odorantes? Eh bien,
les déchets humains, bon, bien sûr qu'il y a les matières fécales, on en a parlé. Alors, c'est pas mal de molécules sulfurées, hein, le sulfure d'hydrogène, l'odeur d'œuf pourri, l'odeur de chou, c'est le méthylmercaptan, par exemple. Vous savez que c'est cette substance, comme elle est assez nauséabonde, qui sert pour odoriser le gaz, pour repérer les fuites de gaz. Le gaz étant inodore, pour le repérer. Donc, vous voyez, ce type de molécules domine dans, bien sûr, nos matières fécales. Et pour l'urine, ben, tout le monde le sait, l'ammoniac, c'est quand c'est gazeux, l'ammoniac, c'est quand la même molécule est dans l'eau. Voilà, donc c'est les substances majeures, des substances sulfurées et des substances ammoniaques. Donc ça, c'est les déchets. Et puis alors après, ça a été beaucoup évoqué que bien, si on laisse des bactéries, si on ne nettoie pas, alors là, il y a eu l'entretien, la présentation sur l'entretien, si on ne nettoie pas suffisamment, eh ben, on va avoir une prolifération de bactéries, de moisissures, et bien sûr, ils sont source d'odeur. Bon. Ensuite, on a parlé aussi des urinoirs, et c'est vrai que ça, les urinoirs qui ont un débit trop faible, alors là, je ne rentre pas dans tous les échanges qui ont très pertinents qui ont été faits sur les urinoirs, mais c'est vrai que le rinçage insuffisant de la cuvette va être source d'odeur d'ammoniac. On a parlé de nettoyage, et j'ai vu que bon, c'est tout à fait exact, les nettoyages qui sont pertinents, ce sont des nettoyages pluriquotidiens, c'est-à-dire, ben, on a parlé de 4 fois par jour, mais c'est vrai que c'est nécessaire, et tout ça pour éviter qu'il y ait une accumulation d'acide urique cristallisé, on l'a dit, avec une incrustation avec le calcaire, et ça, c'est une source d'odeur permanente, rémanente. Alors après, bon, il y a aussi d'autres sources, on peut en énumérer d'autres, mais l'usure des joints à la base des WC, beaucoup ont parlé de difficultés à nettoyer derrière la cuvette, ça c'est très, et c'est source d'odeur. Et puis bon, alors ça, je pense que ça se fait pas trop en milieu scolaire, mais c'est toujours bon à citer parce que il y a des gens qui sont des fanats d'eau de Javel et qui en mettraient partout. Et l'eau de Javel plus l'ammoniac de l'urine, ça fait des chloramines. Alors bien sûr, ça ne fait pas la même quantité que dans une piscine, mais c'est quand même, ça participe. Voilà, c'est un inventaire. Hein, voilà. Donc là maintenant, après avoir évoqué les sources, eh ben, qu'est-ce qu'on fait, hein? Donc maintenant, eh ben, alors, j'ai essayé de voir dans les photos que vous avez montrées, si je voyais les bouches de ventilation, bon, alors les photos n'étaient pas faites pour voir les bouches de ventilation, mais ça aurait été quand même intéressant. Alors, deux solutions, c'était évident que, en principe, quand on est face à des odeurs, d'abord, on supprime la source des odeurs. Bon, là, on a des difficultés quand même, on ne peut pas supprimer la source des odeurs. Donc, soit on supprime la source des odeurs, et de toute façon, il faut renouveler l'air pour évacuer, bien sûr, ces substances odorantes. Alors, il faut renouveler l'air. Renouveler l'air, on peut faire deux solutions. L'aération par les ouvrants, c'est admis. Hein, par les ouvrants extérieurs. Alors encore faut-il qu'il y ait des ouvrants. Et si, alors là c'est des règles du règlement, des données du règlement sanitaire départemental type, si le volume des locaux est supérieur à 5 mètres cubes par occupant, à ce moment-là, il faut c'est possible à ce moment-là de faire la ventilation par ouvrant. Et à ce moment-là, si on a un local de 50 mètres carrés, eh bien, il faut au moins 3,6 mètres carrés de surface d'ouvrant. Voilà, c'est des données qui peuvent guider un petit peu les surfaces d'ouvrant. Bon, c'est sûr que c'est quand même très agréable d'avoir des ouvrants pour avoir de la lumière naturelle. Ça, c'est quand même dans le confort des toilettes, c'est important. Bon, alors, il y a la ventilation par ouvrant, mais qui n'exclut pas d'ailleurs qu'on ait une ventilation mécanique pour les périodes froides où on n'ouvrira pas les fenêtres. Et cette ventilation mécanique, je trouve que dans les toilettes, elle n'est jamais très, très, très bien, comme dans beaucoup de locaux, très, très bien adaptée. Alors là, il y a quand même des règles. Le but, c'est de mettre en dépression les locaux. Donc, ça veut dire que même si c'est bien sûr un bâtiment qui a une ventilation mécanique double flux, là, dans les toilettes, il faut vraiment mettre en dépression. Donc, c'est une ventilation mécanique simple flux qui va extraire. Quelqu'un a parlé aussi ce matin du détalonnage des portes. Ça, c'est essentiel pour la ventilation parce que, bon, on en a parlé pour l'entretien, mais c'est aussi important pour que l'air des couloirs puisse être extrait et passer donc dans les toilettes et être extrait par les bouches. Ensuite, il faut dimensionner les débits.
hein, en fonction du nombre réel de toilettes. Il y a aussi une règle, et celle que je vous ai mise, qui est du règlement sanitaire départemental. Donc ça, c'est quand même important. Et ensuite, alors, c'est là que souvent, c'est pas très, très bien fait. C'est que si on veut capter les polluants, l'emplacement des bouches d'extraction doit être à l'aplomb des cellules WC, c'est-à-dire à l'aplomb des cuvettes et des urinoirs, pour que cette zone-là qui soit vraiment en dépression et que les polluants qui sont produits là par les déchets humains ne soient pas, bien sûr, transférés dans le reste du local. Et puis, alors ça, c'est déjà, on a toujours des difficultés au niveau du nettoyage des bouches d'extraction, que ce soit dans tout type de bâtiment, et on a intérêt à les nettoyer pour maintenir la régularité des débits. Donc, vous voyez, voilà, il y a quand même des gestes techniques qui peuvent être mis en œuvre, et je pense que, il faut les intégrer dans le projet. Voilà. Merci beaucoup pour votre expertise et tous ces éléments très précis. Il y a eu beaucoup de réactions dans le chat, notamment sur le fait que le département de la Gironde et le département du Val d'Oise ont interdit la javel dans tous les collèges. Ah, ben ça, c'est très bien, très bien. Voilà. On va continuer avec le département du Val d'Oise. Donc, on a rencontré Chloé Camby, qui est sociologue chargée de projet à la mission innovation du département 95, et Bruno Robichon, mais il me semble qu'il ne sera pas là ce matin, responsable de l'équipe de techniciens de maintenance au conseil départemental. Merci d'être avec nous, Madame Camby. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu déjà le contexte du projet des collèges dans le Val d'Oise? Alors peut-être du coup pour reprendre effectivement sur le contexte et sur la méthodo, on a eu l'opportunité qui nous a été donnée notamment par la direction gestion du patrimoine, donc par les équipes de Bruno Robichon, de travailler sur la restauration de 5 blocs sanitaires, avec une idée un peu forte qui était de pouvoir tester des choses. Alors voilà, moi j'appelle ça des expérimentations de luxe. Parce que souvent, quand on fait des expérimentations en sociologie ou en design, on fait des expérimentations avec des petits budgets et avec du bricolage. Là, l'idée était de s'autoriser à tester des choses, notamment sur la technique un peu différente. On parlait tout à l'heure là, des charnières hélicoïdales, des choses comme ça. Donc, on a pu le tester. Et puis, ce n'est pas le sujet de la présentation, mais peut-être aussi pour préciser que tout ce travail-là a été fait avec l'ensemble des acteurs qui peuvent entrer en jeu dans les sanitaires. Donc, on pense évidemment aux collégiens, mais aussi aux agents des collèges qui entretiennent, aux techniciens qui vont venir réparer, et puis aux surveillants qui vont avoir aussi un rôle très important. Donc, on l'a fait avec tous ces acteurs-là, et l'idée aussi était de sensibiliser l'ensemble des personnes, donc des élèves aux techniciens aussi de la DGP. En fait, le travail s'est aussi fait avec, alors je ne sais pas si c'est comme ça dans toutes les collectivités, mais en tout cas chez nous, on a une équipe de techniciens qui est en charge de la restauration. Donc, on a l'agent des collèges qui entretient sur site, et puis on a chez nous les techniciens qui vont être sur des travaux de plus grande ampleur. L'idée, c'était aussi de sortir du tout solide et de chacun à son prisme. Les techniciens ont un prisme de tout est cassé, il faut faire très solide. Et puis les élèves ont leur point de vue de c'est toujours sale, j'ai pas envie d'y aller. Voilà. Donc, on a pris en compte toutes ces contraintes dans ce travail-là, avec des tests techniques un petit peu poussés. Voilà. Peut-être pour passer à la suite du propos, on a fait des partis pris un peu forts. Donc, on a testé les charnières hélicoïdales. Alors, je dis des partis pris forts, ça peut paraître être le b.a.-ba, mais aujourd'hui, dans les constats des enfants, il n'y a pas de papier, il y a une cabine sur 2 qui est fermée. Enfin, voilà, il y avait des choses assez fortes. Donc dans les parties pris, dans les choses qui ont été testées, il y a aussi de systématiser une patère dans les toilettes. Ça peut paraître bête, mais finalement, c'était aussi des demandes des élèves. Et on a fait ces choix de sortir systématiquement les lavabos et de supprimer les urinoirs. Il n'y a qu'un seul
qu'un seul endroit où on a laissé des urinoirs, mais on se rend compte que bon, voilà, je pense que ce sera la dernière fois qu'on refera des sanitaires avec des urinoirs. On a des retours très positifs des élèves sur la suppression des urinoirs. On a nos fameuses cloisons pleines. Alors effectivement, avec nous, la contrainte technique, on n'avait pas tout ce retour sur les odeurs et sur comment dire, la pollution de l'air. Mais la contrainte technique, c'est simplement de pouvoir passer une raclette en dessous des portes. Mais ça n'empêche qu'on garde ce petit 2-3 cm au pied de porte. Mais ce qu'on a généralisé, c'est des blocs sanitaires indépendants pour isoler du bruit, pour empêcher effectivement qu'on puisse monter et regarder son voisin. On a fait le test de certaines chasses d'eau avec des détections automatiques. Ça a des avantages, ça a d'autres inconvénients qui sont que le débit d'eau est souvent un peu fort et que ça, voilà, voilà, il y a encore des ajustements. Et puis, on a fait des choix esthétiques aussi un petit peu marqués. Là, on a testé la Crovine, c'est sur la photo que vous voyez là. Donc, un autre revêtement que le carrelage. Et voilà, donc on a des retours pour l'instant d'usage qui sont plutôt intéressants. Sur la Crovine, on a des retours sur la façon de nettoyer qui n'est pas forcément géniale. Ça semble plus compliqué à nettoyer. On a aussi une grosse problématique sur le carrelage. Soit ça a l'air toujours mouillé, soit ça glisse, soit ça fait des traces de calcaire. Enfin voilà, on teste des matériaux aussi pour que ça ait l'air propre. Enfin, vous l'avez dit jusqu'ici, mais on garde cette contrainte de ça a l'air sale alors que ça vient d'être nettoyé. Voilà. Et puis sur les sanitaires en inox, on l'a testé parce que c'est des choses qu'on nous demande depuis plusieurs années, de se dire c'est très solide, on veut pousser ça. Et on s'est rendu compte que dans l'entretien et dans le confort, enfin, c'est très froid. Et puis même bien entretenu, même avec les bons produits, tout ça, en fait, ça a très vite l'air sale. Donc, on a des retours plutôt nuancés, voire très négatifs sur ces sujets-là. Et puis l'idée, c'était on avait des choses qui nous semblaient un peu éprouvées, de se dire, voilà, on utilise souvent ces matériaux, on arrête de faire des portes pleines parce que c'est plus facile pour l'entretien et tout. Donc, on a un peu poussé en disant, on essaye et on voit le retour des usages voilà, de tous les publics, donc de l'élève à celui qui entretient. Et j'aurais voulu vous relancer sur une question concernant votre parti pris sur la chaleur. Le fait que c'est chauffé ou pas, là, je revois sur la photo la porte grande ouverte. Donc, sur les enjeux de confort liés au chauffage ou non. Donc, oui, le parti pris de couper le chauffage était important parce qu'effectivement, on désengorge aussi ces lieux. Mais derrière, on fait le choix de déporter ces usages. Et puis surtout, on optimise aussi la surveillance. J'en ai pas beaucoup parlé, mais l'idée, c'est de faire de ces lieux des lieux ouverts où, quand on est dans la cabine, on est en sécurité, on est dans un univers fermé dans lequel on est bien. Par contre, à l'inverse, on perd aussi en confort sur le chauffage, mais voilà, on gagne en sécurité et en qualité de la surveillance. Donc, c'est plein de partis pris où on a même testé un des établissements où il n'y a pas du tout de porte et où les sanitaires sont mis complètement avec une barrière qui sont ces petites fenêtres là que vous voyez sur la porte, mais où en fait l'idée c'est que ce soit ouvert au maximum pour des questions de surveillance et de sécurité. Voilà. Donc évidemment, si on ouvre les espaces, on ne va pas les chauffer. Là où on revient, par contre, c'est sur essayer d'avoir la présence d'eau chaude pour se laver les mains. Voilà. Et il y a aussi un autre élément que vous aviez expérimenté, c'était les toilettes sans les mains, au vu de la situation sanitaire, de tester des sanitaires où on n'avait plus besoin de rien toucher. Donc, tout était automatisé, la chasse d'eau au pied, des détecteurs de mouvement pour l'eau, le savon, etc., où on n'avait plus besoin d'utiliser ses mains pour éviter justement toute transmission. Donc, on a effectivement conscience de
de la nécessité d'avoir des sanitaires durables, d'avoir la ventilation pour que ce soit des lieux qui ne soient pas redoutés par les enfants. Donc, on a mené des ateliers directement auprès d'eux pour comprendre comment ils imaginent leur toilette idéale et les éléments qui leur semblent les plus importants. Les enfants redoutent ces espaces pour plusieurs enjeux et parmi nos différents ateliers, on a observé les sanitaires, fait les fameux ateliers post-it, dessins, maquettes, etc. Et pour conclure, il me semblait intéressant de faire remonter le fait que ce que Madame Déaux nous a très clairement expliqué, ainsi que les premiers retours du Val d'Oise sur les questions de robustesse et de confort dans les toilettes, les enfants aussi les dessinent. Donc là, par exemple, on est, pour finir, sur l'école maternelle de la rue de l'Ouest, notre fameux maternelle groupe pilote numéro 1. Le sujet était dessiner votre cabine idéale. Je tiens à préciser que le terme était idéal. Et dans idéal, on en a parlé hier, il mettait des rideaux, du confort, de la décoration, des couleurs. Mais ça m'a semblé intéressant de remarquer ces deux petits garçons qui ont dessiné des toilettes au sein desquelles la chasse d'eau n'avait pas été tirée. Donc bon, là, dans la légende faite par un adulte, on a juste mis chasse d'eau pas tirée et matière fécale encore présente, mais ça nous semblait intéressant que dans leur dessin d'idéalisation, ils continuent à mettre la présence malheureusement des matières fécales en suspens qui n'avaient pas été tirées. Et à côté de ça, on a vu aussi Estelle ou Martha qui nous dessinaient dans leurs toilettes des toilettes confortables, colorées, etc., comme on a pu l'aborder hier matin, mais aussi avec des fenêtres. Donc, que ce soit sur le dessin d'Estelle de gauche avec sa fenêtre verte avec ses petites fleurs, ou que ce soit dans le dessin de droite de Martha avec sa fenêtre bleue et rose. On a trouvé ça intéressant dans cette école. C'est la fameuse école où les élèves de cette classe de grande section ne vont pas dans les sanitaires de la cour de récréation quand ils ont besoin d'y aller sur la pause durant la classe. Ils vont dans des très grands sanitaires qui sont desservis par le préau et qui sont en quelque sorte dans le bâtiment, ou en tous les cas entourés de murs et avec aucune fenêtre. Et ça nous a semblé intéressant que ces élèves mettent vraiment en lumière la présence du problème des odeurs, les matières fécales qu'on a vues dans les dessins précédents, et du coup la solution que nous exposait Madame Déaux de manière assez évidente, la présence de fenêtres et puis d'une ventilation, qu'elle soit naturelle ou mécanique, en tous les cas qui soit efficace pour que les enfants arrêtent d'éviter les toilettes et puissent s'y rendre confortablement pour respecter leurs premiers besoins dont on a parlé durant ces 2 matinées. L'ensemble des supports, ou en tout cas la majorité d'entre eux, sont déjà disponibles sur notre site internet et le seront à terme presque tous. Donc, on t'a remercié toute la participation et les interventions de Marie-Françoise Etolin, Virginie de la Roberdière, Pascal Dujardin, Anne Greenstein, Marine Legrand, Charlotte Picard, Bernard de Gouvello, Suzanne Déaux, Claire-Sophie de Queudves, qu'on avait rencontré également, Chloé Camby, Bruno Robichon et bien sûr la direction des affaires scolaires commanditaire de cette étude d'action.